Romain Slocombe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur invité du festival Vaison Polar. Quelle est l'ambiance d'un festival polar? En général, vous voulez dire, ou celui-ci en particulier? Alors, quelle est la particularité, je vais dire, reformuler ma question, quelle est la particularité du festival Vaison Polar à ce moment-là? Si vous me posez la question, sans doute c'est qu'il y a une particularité. D'abord le lieu, mais surtout il se déroule sur une durée relativement longue, donc toute une semaine. D'habitude les salons, ça commence au plus tôt le vendredi, quelquefois seulement le samedi. Ce sont des week-ends d'habitude. Celui-ci, enfin, en fait, les organisateurs sont très coulants. On peut un peu choisir la date à laquelle on vient, mais disons que là, par exemple, j'avais un salon en Bourgogne le week-end, donc je n'ai pu venir que le lundi. Mais on m'a dit, oh, mais c'est pas grave, tu peux rester du lundi au vendredi, tu as toute la semaine, tu fais ce que tu veux. Et en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut parce que c'est un village de vacances et on a un peu l'impression d'être en vacances, hein. Alors, en plus, cette semaine-là, vous avez de la chance, il y a le soleil. On m'a dit que c'était pas tous les ans comme ça. Moi, ça m'a pas étonné, mais bon, enfin, qu'il fasse beau, vu là où on est. Bon, vous avez beaucoup de chance parce que l'année dernière, on faisait des interviews près de la cheminée, donc il faisait très froid, il y avait un temps pluvieux. Comment définiriez-vous votre plume, Romain Slocombe? Moi, je suis un écrivain de noir, c'est-à-dire que le hasard a fait que j'ai écrit dans des collections. Enfin, mon deuxième roman est sorti à la série noire et les deux qui ont suivi également. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans le milieu du noir, que j'aimais bien d'ailleurs parce que je lisais beaucoup de romans policiers quand j'étais plus jeune, même encore aujourd'hui. Mais pour moi, je suis juste un écrivain qui a une vision assez noire du monde, de l'histoire aussi, parce que souvent mes romans se déroulent dans une époque antérieure à la nôtre. Quelqu'un qui aussi aime raconter des histoires, parce que la littérature française de nos jours souffre plus, pas la noire, mais la littérature française en général, comme on le voit à toutes les rentrées littéraires, souffre plutôt d'un déficit d'imagination. Les auteurs parlent souvent d'eux-mêmes, de leurs petits problèmes, alors que la littérature noire est beaucoup plus tournée sur le monde, sur notre société, ce qui n'incite pas d'ailleurs tellement à l'optimisme. C'est pour ça qu'on peut la qualifier de littérature noire aussi. Mais moi je suis dans ce courant-là, et même si nous avons tous nos propres individualités, les auteurs français de noir, ceux que je fréquente, que je rencontre et que j'ai le plaisir de retrouver dans tous ces salons, hein, pas seulement celui-ci, il y a beaucoup d'amis à moi, particulièrement cette année ici. Mais nous sommes des gens qui avons une vision, une certaine empathie, c'est-à-dire que on a l'œil ouvert sur le monde et en plus on n'est pas des gens particulièrement fortunés, on n'est pas des privilégiés, à part qu'on a la chance d'écrire, mais disons que nous vivons la vie un peu de tout le monde et nous sommes très ouverts à ce qui se passe, que ce soit les problèmes de la planète ou les problèmes sociaux. Et en particulier, moi, j'aime écrire, j'aime trouver en fait dans l'histoire des événements particulièrement noirs qui ne sont pas très connus et que je mets en lumière. Comment êtes-vous tombé dans le noir? Déjà dans mon adolescence, je lisais énormément. J'ai commencé par lire Sherlock Holmes, Arsène Lupin, et puis des auteurs comme Gaston Leroux, Edgar Poe aussi m'a influencé, et puis le fantastique belge avec Jean Ray par exemple. Et puis après, ça a été le polar américain, enfin anglais, mais se passe en Amérique, comme les romans de James Hadley Chase que je dévorais. Et puis aussi la littérature fantastique qui m'a intéressé à une époque. Et puis le néo-polar français que j'ai découvert avec Jean-Patrick Manchette dans les années, disons, oui, au début des années 70, c'est à cette époque-là. Et puis j'avais un peu le rêve justement quand bon, je sortais de ma vie d'étudiant gauchiste et j'avais un petit peu envie de faire comme certains d'ailleurs militants de l'époque, de me tourner vers l'écriture de romans policiers ou de romans noirs. De romans politiques aussi, mais c'est un rêve qui s'est réalisé beaucoup plus tard en fait, parce que j'ai eu une vie, entre-temps j'ai eu une vie d'illustrateur, et j'ai également fait de la bande dessinée, mais enfin dans un genre assez underground, et puis j'ai fait aussi de la vidéo, je suis parti au Japon, et c'est d'ailleurs par le Japon que je suis arrivé au polar, ou enfin en tout cas être publié dans des collections noires, parce que Patrick Reynal, qui était le directeur de la série noire, de 1992 à 2005 à peu près, m'a commandé, sachant que me connaissant déjà et puis sachant que je revenais de Tokyo, un roman policier se passant à Tokyo, et ça a été ma première série noire qui s'appelait Un été japonais.
Alors avec toutes ces expériences que vous avez connues entre la vidéo, votre voyage au Japon, l'illustration, est-ce qu'aujourd'hui votre écriture s'inspire et se nourrit de ces expériences-là? Est-ce que vous ressentez effectivement, d'après vos expériences, voilà, l'envie de mettre sur feuille ces expériences-là dans le roman noir toujours? Ah oui, bah dès le début, le Japon, enfin même mon premier roman qui se passait en partie à Londres était basé sur mes expériences dans les squats de Londres. Et un été japonais, justement, j'avais envie de raconter ce que c'était que le Tokyo contemporain. Je voulais pas tomber dans les clichés de gens qui connaissent à peine le Japon et veulent écrire sur les gangsters, les yakuza, etc. Moi, je voulais parler des jeunes japonais et des milieux artistico-érotiques, de la photographie érotique japonaise, par exemple, des milieux aussi du sadomasochisme que j'avais fréquenté à Tokyo. Et je voulais montrer aussi les Japonais comme des gens comme vous et moi, c'est-à-dire je voulais être très loin du cliché, soit de l'asiatique impénétrable, ou au contraire du petit touriste japonais avec son appareil photo, etc. Pour moi, les Japonais, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des gens que j'ai très bien connus, avec qui j'ai eu des relations très profondes et amicales. Et je suis parti 19 fois au Japon, je connais la langue et je voulais vraiment montrer les aventures qui pouvaient arriver à un étranger, un artiste étranger, dans le Tokyo des années 90. Après, je suis passé à d'autres choses. J'ai fait 4 romans se passant au Japon, mais les suivants ça s'inspirait enfin, de ce qui a pu m'arriver à Londres ou aux États-Unis. Et là maintenant, en ce moment, je m'intéresse plus en fait à ma propre famille. Et mon dernier roman paru aux éditions du Seuil, première station avant l'abattoir, est basé sur les aventures de mon grand-père, qui était un journaliste anglais assez connu à l'époque et dont j'ai appris assez récemment qu'il aurait fait de l'espionnage pour l'Union soviétique. Donc j'ai créé un personnage de journaliste à moitié espion, grand buveur et dragueur et vivant dans le Montparnasse des années folles durant les années 20. Vous disiez que vous avez fait de la vidéo. Est-ce que il vous est arrivé d'avoir envie de faire un film, de réaliser un film sur vos écritures? À partir de mon propre travail, pas vraiment, parce que quand on écrit un roman et qu'on pense qu'il peut être adapté au cinéma, on espère qu'il sera adapté de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire par un bon réalisateur, peut-être un réalisateur connu et qui donnera une diffusion aussi à ce film. Et quand on est soi-même un réalisateur de court métrage et qu'on n'a pas l'expérience d'un véritable réalisateur de long, on n'a pas vraiment envie de maltraiter son propre roman avec sa propre inexpérience en cinéma. Je pense que chacun doit faire son propre métier d'abord. Après, c'est vrai qu'avec un ami avec qui je faisais des courts-métrages, on avait envie de passer au long. Et pour cela, on avait écrit un scénario original. Mais on n'a pas eu l'aide du CNC ni un véritable support de nos producteurs. Donc ils nous ont un peu laissé tomber. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah tant pis, de toute manière, moi, ma vocation, c'est l'écriture. Et j'ai transformé ce scénario, d'ailleurs, en un roman qui a été publié très facilement, alors que pour faire un film avec notre scénario, c'était l'enfer. Vous pensez que c'est plus difficile le cinéma que la littérature? Disons que c'est un travail collectif et moi je ne suis pas tellement un collectif, c'est-à-dire que j'aime être seul maître à bord de mon œuvre artistique, j'aime pas tellement, enfin, je veux bien collaborer avec des gens mais chacun évidemment dans ce qu'il sait faire et le problème du cinéma c'est que des tas de gens interviennent, on a des réunions tout le temps et puis des impératifs autres qui ne devraient pas jouer, c'est-à-dire des impératifs d'abord financiers, plus les petits égos des uns et des autres, plus les ordres des producteurs, de ceux qui, parce que celui qui a le pouvoir au cinéma, c'est celui qui a l'argent, c'est le producteur qui utilise l'argent, le réalisateur est à son service en fait. Et moi je veux que le lecteur, enfin la personne qui va voir l'œuvre que je produis, voit la chose, voit l'objet pur sorti de l'artiste directement. Et le roman, pour ça, c'est le mieux parce que personne dans un roman ne va vous dire là il y a trop, il y a trop de figurants, ça va coûter trop cher ta scène de bataille. Non, ça coûte exactement le même prix qu'un personnage que 1000 dans un roman. Et puis on est libre et j'ai jamais eu de directive de mes éditeurs pour me faire changer ceci ou cela. Ou le seul cas où j'en ai eu, je suis parti et j'étais tout simplement chez un autre éditeur.
Vous souhaitez rester dans cette lignée-là, de vous démarquer, d'aller dans la proximité, de faire dégager des émotions que seul vous pouvez ressentir et envie de faire partager ça au lecteur. Oui, tout à fait. En fait, j'écris pour moi-même. J'écris des livres qui n'existent pas, mais que si je les écris, ils vont exister. Je vais pouvoir les lire, puisque je lis en écrivant, forcément. Je suis mon premier lecteur. Et comme je suis un lecteur assez exigeant, j'essaye toujours de surprendre le lecteur, moi en premier, c'est-à-dire toujours en essayant de trouver quelque chose qui est inattendu à ce moment-là. C'est-à-dire que on peut démarrer sur un cliché, évidemment, mais tout le travail d'un artiste original, d'un écrivain original, c'est de lutter contre le cliché qu'il a en tête pour essayer de trouver une solution plus intéressante, plus originale, plus surprenante, et de fonctionner comme ça, en fait, d'avancer dans son scénario petit à petit, par surprises successives, et en essayant justement de faire toujours quelque chose de différent, ou même quand on rend hommage à un certain type de roman, comme dans le dernier Première Station avant l'abattoir, qui est un hommage au roman d'espionnage des années 30, et bien justement de renouveler le genre en apportant quelque chose que les auteurs de l'époque ne pouvaient pas lui apporter. Et, sinon, on ne fait que imiter ce qui a été déjà fait. Ça ne m'intéresse pas. Alors justement, comment arrivez-vous lorsque vous êtes dans vos lectures tout d'abord, est-ce qu'il vous arrive de lire autre chose que du polar? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Surtout que mes romans se passant souvent dans des époques un peu plus anciennes, disons entre les deux guerres par exemple, j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'anachronisme au niveau de la langue. Et si je lis trop de littérature contemporaine, je vais être contaminé par des expressions qui n'existaient pas à l'époque. Et puis aussi, je pense que les gens écrivaient mieux avant. C'est-à-dire que les histoires sont peut-être plus originales maintenant, différentes, qu'il y a un progrès au niveau des histoires. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de progrès au niveau du style. On manque un petit peu de stylistes, je trouve, dans le noir, hein, pas dans la littérature générale, mais dans la littérature blanche, il y a des stylistes, mais il n'y a pas des bons raconteurs d'histoires. Donc je préfère que les histoires noires soient bien racontées, j'essaie de les raconter bien moi-même, et que le style, que ce soit vraiment du bon français, d'éviter toutes les expressions, certaines expressions récentes qui sont pas belles, et aussi faire très très attention à la sonorité. Par exemple, Claudel disait à un de ses élèves, même si je ne suis pas un grand fan de Claudel comme personnage politique, mais son écriture est très belle, il disait faites attention au bruit que vous faites en écrivant. Alors son élève a cru que c'était le bruit de la plume, mais c'était pas ça, c'était le bruit que faisaient ces phrases à l'audition du lecteur, et ça c'est très très important. Donc j'évite souvent les rimes, j'essaie de varier les sonorités un maximum, et que Flaubert avait une chambre qui s'appelait le gueuloir, où il gueulait tout seul ses phrases. Moi je fais pas ça, mais disons que c'est très important de les lire en les entendant quand on les lit, de les lire à voix basse peut-être, mais comme si on les lisait à voix haute pour avoir ce rythme, cette sonorité. Et ça malheureusement ça se perd un petit peu, ça se perd aussi dans les traductions. Et c'est pour ça que quand je lis des romans, et en fait je pourrais les lire en anglais par exemple, parce que je suis moitié anglais par ma mère, mais disons que quand je lis une traduction en français d'un livre anglais, j'ai plutôt envie de lire une vieille traduction, même si elle est imparfaite, parce que elle aura été faite par quelqu'un qui vraiment connaît bien la langue française, alors que de nos jours, à l'exception de grands traducteurs comme Pierre Bondil qui est ici, beaucoup de gens s'improvisent traducteurs, et on a des sonorités qui ne sont pas très belles quand on lit des romans étrangers. Est-ce que le cercle des auteurs, c'est un cercle d'auteurs, le cercle des auteurs du roman noir et du polar, est-ce que c'est un cercle bien déterminé et bien fermé? Alors il est pas fermé dans la mesure où tout le monde a le droit d'y entrer, euh, et que les gens sont plutôt bien accueillis, mais c'est vrai que c'est un petit monde assez particulier, souvent avec une sensibilité politique plutôt à gauche, hein, mais c'est pas non plus une obligation. Ce sont des gens par contre qui se connaissent depuis longtemps, parce que en fait on aime bien venir sur les salons de polar, comme on n'est pas non plus des millions, ce sont souvent un peu les mêmes têtes qui réapparaissent sur ces salons. Moi c'est vers 2000-2001 que j'ai commencé à entrer dans ce monde-là, même si je connaissais certaines personnes avant de par ma carrière d'illustrateur. Et c'est vrai en fait, on se voit rarement à d'autres occasions. Souvent, des gens habitent d'ailleurs, des auteurs habitent en province. Mais on est toujours très content de se retrouver. Il y a une atmosphère très très particulière, assez différente d'ailleurs des écrivains de littérature générale. Parce que comme je vais aussi dans d'autres salons
de littérature non policière, là je m'aperçois que les gens finalement, soit ils se connaissent pas, soit ils ne s'aiment pas, ou les deux. Et il n'y a pas vraiment cette convivialité, cette chaleur qu'on retrouve dans les salons de polar. Et là, c'est particulièrement le cas ici, puisqu'en plus, comme on reste un peu plus longtemps ensemble, il y en a qui vont jouer à la pétanque ou faire des balades avec Pascal Dessin dans la nature, ou il y a des projections de films le soir, et puis on se retrouve à table tout le temps. Ou pour prendre l'apéro avant. Et c'est vrai que s'il y a un salon qui vraiment développe ce genre de relation entre les auteurs, c'est bien celui-ci. Vous pensez effectivement donc que l'ego, quelque part, n'existe pas dans le cercle des auteurs de polar? Oh bah, tout le monde en a un ego, hein, ça c'est certain. Mais disons qu'il y a... Il n'y a pas de gens qui aient trop la grosse tête, enfin ce serait peut-être pas trop bien vu, et puis il se ferait charrier, je pense. Non, enfin disons que les égos du polar réussissent remarquablement bien à vivre ensemble, disons. Pouvez-vous nous parler de vos projets, Romain? Alors là, j'ai un roman qui va sortir à la rentrée littéraire, là aux éditions Robert Laffont. Entre deux romans noirs, je fais un roman dans une maison d'édition, dans une collection blanche, parce que j'ai eu beaucoup de succès il y a 2 ans avec un roman qui s'appelait Monsieur le Commandant, qui était sur la liste du Goncourt et qui a eu pas mal de prix et qui a été traduit dans plusieurs pays. Et ce roman-là est sorti dans une collection entre guillemets blanche. Et avec ce roman, j'ai vraiment trouvé un public beaucoup plus large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'aiment pas ça ou ne connaissent pas, ne lisent jamais de polar. Par contre, ce sont des gens qui peuvent lire beaucoup par ailleurs, et ces gens-là ne me connaissaient pas du tout, et c'est un public très large quand même potentiellement. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je continue aussi à publier des livres dirigés vers ce public-là, parce que sinon on va se louper totalement. Et donc de temps en temps je fais un livre en blanche, et là donc les éditions Laffont, bon, qui avaient déjà publié, enfin chez Nil, mais c'est le même groupe d'édition, Monsieur le Commandant, là il me publie à la rentrée un gros livre qui raconte l'histoire de la défection d'un agent polonais du renseignement soviétique à la fin de l'entre-deux-guerres, et ça raconte justement tout le dilemme moral des agents soviétiques qui étaient des communistes purs et qui se sont retrouvés trahis par Staline, et qui avaient le choix entre aller à l'abattoir, c'est-à-dire rentrer à Moscou, se faire exécuter, ou faire défection au risque d'apparaître comme un traître. Et à ce moment-là, de voir ses anciens amis se retourner contre soi et de devenir le gibier alors qu'on était le chasseur avant. Donc, et également de trahir son meilleur ami qui a fait défection avant vous. Donc c'est un peu le dilemme de mon personnage principal, qui est basé d'ailleurs sur une histoire vraie. C'est très proche du noir quand même. Ah oui, c'est extrêmement... c'est assez proche. Disons que la situation politique me permettait, en fait... Moi je ne suis pas tellement intéressé par des histoires d'assassinat pour détourner un héritage ou des braquages de banque. Je trouve ça extrêmement banal, il n'y a qu'à lire le journal pour lire ça. Moi je suis intéressé quand des situations criminelles se développent, mais pour des raisons qui ne le sont pas. C'est-à-dire la politique par exemple n'est pas a priori une raison criminelle, mais surtout dans l'entre-deux-guerres où les idéologies s'affrontaient, le fascisme, le communisme, en fait penser différemment voulait dire qu'on était vraiment des ennemis mortels. Et qu'on pouvait mourir à cause de ça, et que même des gens qui luttaient pour la même cause, le communisme en l'occurrence, l'un pouvait tuer l'autre parce que pour des divergences. Et donc ce sont des ressorts criminels, des ressorts d'action qui sont extrêmement logiques et qui, à partir d'une situation historique et politique précise, font effectivement un roman noir avec beaucoup d'action et beaucoup de suspense. Vous pensez que les auteurs d'avant, donc pendant la guerre, prenaient des risques dans leurs éditions, dans leurs livres? À quel genre d'auteur vous pensez Je sais pas d'auteurs particuliers, oui. mais des auteurs de romans noirs qui pouvaient éventuellement écrire sur des situations compromettantes, et qui pourraient est-ce qu'ils pouvaient prendre des risques dans cette époque-là, ou...
Ah bah il y a eu des cas de toute façon. Bon, d'abord il y a des gens qui ont écrit sur le milieu, soit parce qu'ils en faisaient partie à l'époque, etc. Moi je fais attention. Bon, tous les gens sur lesquels j'écris sont très probablement morts maintenant ou tellement vieux qu'ils sont plus très dangereux. Donc je m'expose à quelques insultes de personnes qui pourraient penser différemment de ma vision de l'histoire, mais comme elle est appuyée sur des documents très précis, je sais que j'ai raison, donc ça m'inquiète pas outre mesure. Et puis non, mais dans le temps, effectivement, il y a des gens qui pouvaient écrire des choses qui évidemment ne plaisaient pas. Puis il y a eu des cas aussi d'écrivains engagés. Enfin bon, je pense à Hemingway par exemple ou à André Malraux, mais ce sont des gens qui prenaient des risques évidemment physiques dans leur engagement, mais c'était aussi une période de guerre civile et de révolution. Moi je suis plutôt quelqu'un de prudent, donc je m'en éloigne, mais disons qu'en général les écrivains sont quand même des gens qui sont un peu protégés dans la mesure où ils écrivent tranquillement, le public ne sait pas exactement qui ils sont, etc., ni où ils habitent. Bon, non, je crois que les dangers qui menaçaient les écrivains auxquels vous pensiez peut-être, c'était plutôt, je sais pas, l'alcoolisme, le suicide, ce genre de choses. Est-ce que vous arrivez à trouver une différence entre un auteur féminin et un auteur masculin sur l'écriture, la forme de l'écriture, lorsque vous lisez des romans noirs? Je pense pas. Comment dire? En tant qu'auteur, déjà, je peux me mettre à la place d'un enfant ou d'une femme. Ça m'est arrivé de le faire en écrivant. Et je pense que quand on est un être humain et qu'on parle d'émotions humaines, il est assez facile de se mettre dans la peau. Si on a l'empathie nécessaire à être écrivain, on peut très facilement se mettre dans la peau de quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un d'un autre sexe, c'est pas un problème. Moi, quand je lis un roman, je pense surtout à la qualité. Donc, il y a des écrivains femmes dont la qualité me renverse, qui sont absolument extraordinaires. Il y en a peu quand même des auteurs femmes. Oui, je pense qu'il y en a peu parce que, de même qu'il y a peut-être moins de peintres femmes que de peintres hommes pour les raisons que l'on connaît, des raisons souvent de rôles familiaux, c'est plus facile pour un homme d'être indépendant. En revanche, quand je lis, je ne sais pas si je pense vraiment. En fait, je sais que l'auteur, par exemple, est une femme et je vois très bien son point de vue féminin en écrivant. Mais en revanche, je suis jamais en train de me dire tiens, je suis en train de lire le livre d'une femme et c'est pas pareil que le livre d'un homme. Je me pose pas trop ce genre de questions. En revanche, je pense que mais il y a quand même pas mal de femmes écrivains, hein, et beaucoup de femmes qui lisent. Je crois qu'il y a plus de femmes qui lisent d'ailleurs que d'hommes. Mais je pense que plus les femmes écrivent, de même qu'il y a beaucoup de professions aussi où les femmes il devrait y en avoir plus, ça irait peut-être mieux. Voilà, écoutez, on va terminer sur ça. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans tous les milieux professionnels. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous, c'était un plaisir, hein.